Si vous vous demandiez si Code est bien la fraude qu'il pense être, vous avez frappé à la bonne porte. Salut les devins, c'est Saikyo et bienvenue pour mon résumé complet en français du chapitre numéro 15 du manga Boruto to Blue Vortex. Celui-ci porte pour titre une vie vibrante, une vie pleine de tension, une vie très rythmée. Il s'ouvre directement au village caché du sable. L'on est a priori en sous-sol en compagnie de Shinki, son équipe, et surtout de Gaara. Le Kazekage goûte à la défaite et face à Matsuri, l'alter ego Shinju de Moegi de Konoha. Elle le surclasse, mais attention, il y a une condition particulière à cela, le combat n'est pas équitable. Gaara se bat tout en protégeant les trois jeunes avec lui. On ne sait pas si à lui tout seul ou lui allié des plus jeunes pourraient la battre. La situation porte à croire que non. Cela dit, Gaara est extrêmement prudent et protège les jeunes qu'il a mis de force en retrait derrière lui et les a comme scellés, hormis leur visage, dans des sphères de sable. C'est littéralement un sacrifice de la part de Gaara auquel nous assistons. Il se comporte plus que dignement en tant que Kage, Matsuri clamant être venu là à la recherche de Boruto et de ses associés, ses alliés. Elle se fiche pas mal des gars de Suna. Elle n'a aucune blessure apparente. Elle est dans un parfait état, contrairement à ses adversaires, notamment Gaara. Elle précise que sa blessure est extrêmement lourde et que s'il ne reçoit pas des soins rapidement, il en mourra. Sombre destin face auquel Gaara se dresse en toute dignité et dira que si tel est le prix à payer pour protéger les générations futures, alors il est largement prêt à le payer. Il éloignera les plus jeunes qu'il avait scellés, se fait encercler par des Tsumeaka, les salissures de griffes, sauf que Shinki arrive tout de même à transpercer la défense de sable de Gaara. Il utilise de ces techniques métalliques combinées au sable pour à son tour sceller Gaara pour le protéger. Lui aussi a le sens du sacrifice et nous avons paradoxalement droit à une scène durant laquelle Gaara se fait sceller un petit peu à l'image de Naruto s'étant fait sceller par Kawaki dans une autre dimension. Deux Kage par deux de leurs disciples et enfants de cœur, ça c'est certain, sauf que les deux se font sceller pour des raisons diamétralement opposées. La vision de Shinki est différente. On a besoin du Kazekage pour le futur du village du sable. Il dit « Nous avons encore besoin de toi », Matsuri se délectant de ce spectacle. Au moment où Shinki scelle Gaara, un Tsumeaka profite de ce moment d'inattention et va comme s'agripper à la fois croquer Shinki. À ce moment-là, le ver sera déjà dans la pomme. L'équipe de Shinki ne peut rien faire, l'arbre Shinju se constitue autour de lui, il comprend qu'il est en train de vivre d'une manière ou d'une autre ses derniers instants. Très jeune mais un ninja de grande classe, ce Shinki demandera à ses alliés d'aller voir Kankuro et de tout lui expliquer concernant la situation actuelle. Shinki, scellé dans l'arbre face à Gaara dans la mixture de sable et de fer, gardera les mains et bras tendus à l'extérieur de l'arbre Shinju, même en étant inconscient, et son jutsu de protection sera maintenu. Gaara se trouve emprisonné dans une forme de défense absolue. Même Matsuri posant sa main dessus ne peut rien. La technique de saut se poursuivant, même avec un Shinki scellé, chakra absorbé par le Shinju est totalement déconnecté de la réalité. Matsuri saluera le caractère de Shinki et se demande ce que cela pourra donner une fois qu'il les aura rejoints. Car oui, nous le savons déjà, Ryu est l'interprétation dubiesque. Selon elle, il faut tuer Shinki pour déceler Gaara, mais elle s'en fiche, ce n'est pas sa cible particulièrement. On remarquera tout de même qu'elle a tenté d'analyser cette sphère de protection. Peut-être avait-elle un intérêt caché, le chapitre en tout cas ne l'a pas dit. Retour sur Kankuro qui explique tout, absolument tout, à Shikamaru. Les deux hommes ont beaucoup de respect l'un envers l'autre, ils sont grosso modo impuissants. Au-delà d'un partage d'informations, également de démarches préventives, Shikamaru demandant si un être avec un chakra similaire à Shinki s'est présenté au village du sable, et pour le moment Kankuro n'en a pas vu. Chose que Shikamaru considère comme une bonne chose, mais nous savons à quel point c'est important, cette discussion ayant lieu sous les yeux et oreilles de Sarada et Sumire. Du côté du repère des Shinju, Ryu est apparu. Il a été également nommé par Dura et découvre ce nom. Mais il est nécessaire selon Dura d'établir son identité. Ryu apprécie son nom, Matsuri le trouve un petit peu hors du commun et dès le départ va démontrer qu'il est capable d'autre chose, notamment du côté sensoriel, car il va remarquer qu'il y a un espion dans ces lieux. Il va utiliser du sable mélangé à du fer, tel Shinki le manipuler avec une facilité assez déconcertante par ailleurs.
Et sur cet énorme cube noirâtre apparaissant chez les Shinju, nous y voyons un œil. Celui-ci se fait extirper du cube par Ryu et c'est notre bon vieux Code qui en ressort. Il était là en douce, tendant l'oreille vis-à-vis de la moindre information pertinente, en plein milieu du repère des Shinju. Ryu ne le reconnaît pas, mais Dura oui. Il lui dit que c'est Code et que d'une manière ou d'une autre, les Shinju lui sont redevables. On perçoit que Dura n'apprécie pas Code, mais en même temps c'est lui qui a permis au Jubi, à cet être instinctif, même en s'étant fait démasquer, Code continue de se la jouer, de se penser supérieur comme le créateur de ces monstres-là, tels qu'il les qualifie, et il leur pose des questions, notamment, ont-ils l'intention de grignoter du Otsutsuki? C'est une possibilité selon Dura, mais ce n'est qu'une hypothèse, ce n'est pas certain, et que le pan Otsutsuki est remis à plus tard pour Dura, ce n'est pas sa priorité, contrairement à un Jubi classique. Dura va même se permettre de donner un ordre à Code. Il va lui dire, moi je prends Kawaki, on va se le dévorer tranquillement, tu as une dent envers Boruto, tu peux te le garder pour toi, tu peux le tuer. Code n'apprécie pas de recevoir des ordres, ni qu'on lui dise qui il doit tuer, et va s'engager une courte discussion concernant le fruit du chakra. Code clame qu'il veut dévorer le fruit du chakra pour devenir le nouvel Otsutsuki qui portera la volonté de ces derniers, à l'image de son Kama, dénué d'âme, mais portant la volonté de Ishiki. Dura définira le fruit du chakra comme comportant une énergie extrêmement dense, une forme de masse qui contient les informations génétiques de toute forme de vie. Il défie alors Code. Va-t-il réellement en arriver à dévorer ce fruit? Que se passerait-il si Code y parvenait? Et même s'il est en plein repère ennemi, il va attaquer, utilisant ses marques de griffes pour faire apparaître sa main depuis l'abdomen de Dura directement. C'est un peu donc comme si les vêtements de Dura étaient faits d'exactement la même matière que Code, ce qui est logique vu qu'il en est le créateur et qu'il avait utilisé ces marques cloutées pour les créer en formant pression sur le Jubi, finissant par le diviser. Le truc, c'est que malgré cet avantage-là, Dura est tellement au-dessus. En toute nonchalance, il va lancer une espèce de mini Bijudama et découper ce bras de Code. Lui qui voulait faire goûter l'enfer au Shinju commence à en renifler l'odeur. Malgré tout, Dura reste très calme et est toujours reconnaissant envers Code, leur ayant accordé une forme de libre arbitre. Dura, l'incarnation du Jubi, dit ressentir des choses, assez excitantes d'ailleurs au quotidien, considérant que celle de Code est beaucoup trop fade et va lui donner de nouveau une sorte d'ordre. Maintenant que la hiérarchie au combat s'est établie, il ordonne à Code de trouver Boruto et son allié, sous-entendu Kashinkoji. S'il y arrive, Code se verra octroyer un cadeau de la part de Dura, un fruit du chakra. Il ne lui dit pas comment, par quelle méthode, mais il le lui promet. Il ressent en Code que la vie est devenue beaucoup trop monotone, que dévorer un fruit du chakra lui permettrait de la pimenter d'une manière assez inattendue. Pour stopper littéralement l'hémorragie, Code va utiliser de ses griffes pour se constituer une sorte de moignon au niveau de son poignet. Et Gobug se foutra de sa gueule, un petit peu comme si les émotions de l'originel étaient retranscrites au travers du Shinju. Tout en essayant de sauver les apparences, Code est au bord du gouffre, mais il accepte de trouver Boruto, de s'occuper de ses amis également, et il considère cet engagement avec Dura comme une forme de contrat, qu'il devra lui délivrer le fruit du chakra quoi qu'il arrive. Dura acquiesçant et se demandant où la destinée de Code pourra bien le mener. Ce dernier file à l'anglaise au travers de ses marques de griffes, sous le regard de Hidari qui n'a cessé du début à la fin d'observer cette scène. Code en tout cas n'a pas du tout plu à Ryu, le nouveau Shinju, et il demande l'autorisation à Dura de le pouvoir tuer Code s'il le rencontre à nouveau. Dura lui dira que oui, Ryu est libre. Cependant, Code n'est pas sa priorité et Ryu doit se questionner profondément. Quelle est sa cible? Quel est son but? Quel est son objectif? Du côté de Ryu, c'est déjà décidé et elle est scellée avec une technique assez spéciale. Selon lui, cette technique pourrait être levée. Je vous le donne en mille. Le 5e Kazekage, Gaara, du village du sable, cela est décidé. Qui de mieux que l'alter ego de Shinki pour lever une technique imposée par Shinki? De retour à Konoha, du côté du mur énorme des Hokage, sur le visage de Naruto, qui devient un lieu de rendez-vous relativement ponctuel pour les deux frères, Boruto, Kawaki. Kawaki affirme être seul, que Ada est probablement en train de les observer. Il ne fait pas de mention de Delta. Cette rencontre-là ne sera pas du tout sur le plan physique. Kawaki arrive les mains dans les poches et la discussion se lance. Kawaki a compris qu'il y a un plan qui est en train de se dérouler du côté de Boruto et qu'il a probablement déjà manigancé quelque chose avec les gars de Konoha qui sont au courant.
de ce qu'a fait Kawaki plus ou moins. Boruto, lui, est plutôt droit au but. Il est d'ailleurs assis dans une posture relativement similaire à ceux des apprentis, voire des ermites du côté des crapauds. Mais attention, il n'en montrera absolument rien, c'est uniquement sa posture, sa manière de s'asseoir. En tout cas, Boruto ne voit rien de bon à tout ça. Peu importe quelles sont les croyances de chacun à Konoha, au-delà de cette omnipotence de Hada, au pire, cela créera des camps et mènera de toute manière à l'affrontement. Il n'a pas tort. On a vu au chapitre dernier que Ino a lâché en plein vol Shikamaru. En tout cas, pour le moment, Konoha fonctionne plutôt normalement et Boruto s'en réjouit. Mais ces réjouissances sont de plutôt courte durée et Boruto se trouve plutôt fier de ses capacités et puissances acquises grâce à son maître. Kawaki répond à cela par une question. Qu'est-il arrivé à Momoshiki? Kawaki a remarqué que Boruto n'était pas en mesure de pleinement contrôler son kama. Boruto explique lorsqu'il combattait Code aux côtés de son sensei, ça fait donc référence au flashback durant lequel Sasuke a été scellé pour donner naissance à Hidari, on s'en rappelle tous. C'était la première fois qu'il utilisait le kama depuis qu'il avait fui le village de Konoha. Et à ce moment-là, il a senti qu'il perdait le contrôle par rapport à Momoshiki, qu'il a stoppé d'être lui-même et il se sentait comme mourant tout en étant conscient. Depuis ce jour-là, Boruto n'a plus utilisé le kama, plus une seule fois. Kawaki se questionne et ne comprend pas comment Boruto est devenu ainsi. Depuis tout ce temps-là, Momoshiki est devenu complètement silencieux. Il n'y a plus de discussion, il n'a plus de manifestation avec lui. Il est donc probable que l'activation du kama déclenche le fait que Momoshiki puisse s'exprimer, puisse se faire ressentir de manière de plus en plus pesante et d'être un parasite dévorant. Boruto s'adresse de nouveau à Kawaki et lui dit « Tu comprends la situation, on ne peut pas venir à bout de ces êtres Shinju, ces sortes d'humanoïdes, notamment Jura, il est bien au-delà de mes capacités. » Kawaki veut poursuivre sa discussion sur Momoshiki, mais Boruto lui dit qu'il y a des priorités. On s'occupera de Momoshiki plus tard, et si Boruto dévie, Kawaki n'aura qu'à alors le tuer sans aucune hésitation. Mais tout d'abord, il faut concentrer ses forces et esprits sur les Shinju. D'un commun accord, Kawaki et Boruto vont s'allier pour se battre face aux Shinju. Kawaki est d'accord avec cela. Boruto aura tenté de demander d'une manière assez détournée à Kawaki de déceler Naruto, mais ça n'a pas l'air de l'avoir fait changer d'avis du tout. Ce chapitre aurait pu se nommer à la limite Contra, car ce sera en quelque sorte le deuxième qui sera passé ici. Boruto se levant, demandant sur le ton de l'ironie à Kawaki de ne pas le ralentir dans les aventures à venir, l'appelant frère, tandis que Kawaki sera beaucoup plus froid, lui disant « toi aussi, ne me mets pas de bâton dans les roues », lui glissant quelques injures dont Kawaki a la maîtrise. Mais ce n'est pas tout. Bien que le chapitre pourrait se clôturer ici, durant cette discussion, en parallèle, Amado était observateur. Comment ? C'est difficile à dire. Sur son écran, nous ne voyons pas les formes des pupilles de Delta. Étaient-elles cachées tout de même en train d'observer? Le dessinateur a-t-il oublié ce petit détail qu'il avait apporté à la caméra d'Amado précédemment? En tout cas, je ne sais pas s'il a accès au GodTube de Zamasu dans Dragon Ball Super, mais il est capable de visualiser ce qu'il se passe en temps réel. Il écoute toute cette discussion durant laquelle Boruto va également soulever un autre point, la puissance de Kawaki. Ses capacités au combat sont bien trop en retrait. Pour pouvoir agir de concert à l'avenir, il faut évidemment que Boruto s'améliore, mais aussi et surtout Kawaki. Il pourrait passer par un entraînement classique, mais il n'y a pas de temps pour cela. Par contre, Boruto est au courant d'un fait. Amado, ce même personnage qui est en train de les observer, de les écouter, a appliqué une forme de limiteur sur Kawaki, un peu à l'image de celui que possédait Code. Que cela soit en termes de puissance, de défense, de capacité de régénération, tout est limité. Boruto sait que Amado utilise Kawaki car il a besoin de son kama pour d'autres raisons qui sont cachées, qu'il l'utilisait tel un pantin, lui conférant suffisamment de capacité. Amado étant tellement intelligent qu'il a conféré un kama sous forme d'arme à Kawaki, lui faisant croire qu'il lui octroyait un power-up, ce qui dans les faits est réel, tout en lui appliquant un limiteur. C'était un faux cadeau, voire même un cadeau empoisonné. On ne sait pas si ce limiteur a été appliqué avant ou après le kama. En tout cas, Amado anticipait des menaces qui serait plus ou moins du niveau de Code. Voilà pourquoi Kawaki est plus ou moins de ce niveau-là. Cela dit, Boruto est certain que Kawaki en a beaucoup plus sous le pied. Amado est déconcerté face à cette information-là. Il se rappellera avoir vu Kawaki attraper une petite grenouille mécanique et la détruire, et va donc commencer à faire du lien, à réfléchir, à cogiter tout en fumant, et en arriver à la conclusion que Kashin Koji est probablement en vie. Il se demande pourquoi Kashin Koji n'intervient que maintenant, si tard,
et quel serait son objectif. C'est donc un énorme échiquier qui est mis en place grâce à tout le chemin tracé par les 14 précédents chapitres de Boruto, voire même sa première partie, mais il prend réellement forme ici. Dans ce chapitre numéro 15, on attendra la sortie de ce chapitre dès le 20 octobre 2024 sur Manga Plus pour juger sur pièce avec encore plus de visibilité. Dès que l'on en a sur les prochains, le 16e et consort, comptez sur moi, vous êtes au bon endroit. Activez la cloche, abonnez-vous, le pouce bleu de votre part, ça revient à enlever les limites de ma chaîne. Si vous voulez m'aider à power up, n'hésitez pas. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.